De commencer la conférence proprement dite, animée par Frédéric Lordon, ici présent. À qui je ne donne pas le micro pour l'instant. J'en ai pas eu souvent dans ma vie, alors je le garde. Je vous inviterai à couper vos portables, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Ou la malchance. Je vous annonce également que cette conférence est filmée et sera retransmise en différé sur le site des Déconomistes, donc lesdéconomistes.org. Et il y a une petite modification sur le lieu où va être jouée la pièce de Frédéric Lordon ce soir à 21h. Elle était initialement prévue, et c'est ainsi qu'elle figure sur le programme, à la Maison des Associations, rue Émile Tavant. Et elle aura lieu dans un endroit beaucoup plus adapté et plus grand, vu l'innombrable foule qui est attendue, au Théâtre des Amandiers, 8 allées des Amandiers, dans le quartier de Jade-Bouffant. Je crois qu'il y a même une ligne de bus qui est la ligne 4. Voilà. Une fois débarrassé de ces petits aspects techniques, nous vous renouvelons au nom de toute l'équipe qui a organisé ces rencontres d'économiques, les premières du nom, mais nous l'espérons pas les dernières. Donc nous vous remercions d'être venus si nombreux. Nous tenons aussi à remercier Frédéric Lordon de passer ces quelques heures avec nous. Nous remercions beaucoup l'université qui nous accueille si généreusement, qui a mis à notre disposition un équipement extrêmement performant, comme vous avez pu le voir, au niveau de la sono, ce qui a permis à l'équipe de techniciens d'être extrêmement détendue. Donc c'est très très serein que nous commençons. Nous tenons également à remercier tous les partenaires qui nous ont permis d'avancer dans ce projet et de vous accueillir aujourd'hui, et surtout l'ensemble des bénévoles, qui sont plus d'une 50aine, qui travaillent d'arrache-pied sur tous ces temps derniers, pour vous permettre de réfléchir ensemble au lieu d'aller bronzer les doigts de pied en éventail, sur des thèmes qui n'intéressent personne. Frédéric Lordon est victime de son succès. Il y a eu des livres de lui qui étaient vendus à l'extérieur de la salle, mais je crois que si vous voulez encore en acheter un, il faut vraiment y aller très très vite. Tout à l'heure, il n'en restait plus que 3 ou 4. Voilà. Mais vous trouverez d'autres journaux, vous trouverez d'autres livres, d'autres auteurs sur des thèmes qui vous intéressent. Et puis, pour ne pas prendre la parole trop longtemps, je vous propose maintenant d'écouter Frédéric Lordon, qui m'a indiqué qu'il va parler un certain temps. Voilà. Voilà, très précis. J'ai proposé de faire une rapide présentation de son parcours, mais il dit qu'il a un certain parcours, donc c'est pareil. Bon, je vais quand même juste rappeler qu'il est directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de sociologie européenne, et qu'il est surtout membre du collectif Les Économistes atterrés, qui regroupe des économistes, des chercheurs, des universitaires qui ne se résignent pas, contrairement à nous tous, à la domination de l'orthodoxie néolibérale et qui se battent pour proposer une conception alternative de l'économie. Voilà. Il lui arrive également, quand il y pense, une fois de temps en temps, quand il a une idée, ça c'est très rare. Donc c'est pas ce qui lui permet de vivre apparemment. Donc il lui arrive de temps en temps de collaborer au journal Le Monde diplomatique. Après ce certain temps, que j'espère, dont je suis sûre qu'il va être le plus intéressant et le plus vivant possible, nous pourrons avoir un temps qui sera lui aussi certain, donc incertain, d'échange, où nous vous inviterons à proposer des interventions. Il y a des micros, normalement, j'espère, qui se promèneront dans la salle. Mais je vous rappellerai les modalités de cet échange quand M. Lordon aura terminé son intervention. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon moment en sa compagnie. Et bienvenue sur nos lignes.
Merci beaucoup pour cet accueil très agréable. Je ne sais pas qui doit remercier qui, en fait, car je pense que plutôt c'est dans l'autre sens que ça devrait circuler, les remerciements. Moi, je suis très content d'être ici, et surtout, je suis très content d'assister à la première édition du Non. Écoutez, vous savez, les économistes ont rarement des prédictions réussies, mais il me semble que, normalement, les journées des économiques devraient connaître quelques suites, ne serait-ce que parce que c'est l'hommage que la vertu rend au vice, pour une fois. C'est dans ce sens-là que ça marche. C'est quand même le cercle des économistes qui nous réunit tous ici. Et ma foi, je les vois bien s'accrocher à leur fromage encore un certain temps. Donc logiquement, nous devrions avoir quelques occasions de nous retrouver. Alors, j'avais donné, lorsque, je ne sais plus si c'est François ou Dany à l'époque qui m'avait demandé un titre pour cette intervention, et comme j'avais pas la moindre idée précise, puisque donc ça vient, ces choses-là, donc c'est pas très maîtrisable. J'avais donné un titre dont il faut bien dire rétrospectivement qu'il était calamiteux, quoi. Ça veut à peine dire quelque chose. Et puis, alors il s'agissait de parler de crise européenne, de choses assez standards. Mais je suis au Moulin cet après-midi, j'étais au Four ce matin, et la crise européenne, on en a beaucoup parlé. Voilà. Donc il ne s'agirait pas de faire un doublon grossier, ça serait idiot. Et il se trouve que finalement le débat de ce matin a été productif, puisqu'il n'a pas manqué de faire naître une série de questions qui n'ont pas été véritablement traitées, et dont je trouve qu'elles pourraient utilement donner sa matière à notre session d'aujourd'hui. En particulier, il était question de l'impasse européenne, des éventuelles alternatives pour en sortir, et c'est Gérard Duménil en particulier qui n'a pas manqué de souligner que des idées alternatives, on n'en manquait pas. On n'en manquait pas, et finalement parcourant assez continuellement un spectre politique bien ouvert qui pouvait nous faire commencer au petit trot par des mesures quasiment social-démocrates, pour terminer alors au grand galop et avec un sérieux renversement des rapports sociaux de production capitaliste. Et chacun, selon son appétit, pouvait déguster autant qu'il voulait, ou courir l'amble, ou le train qui lui convenait. Et surgit inévitablement la question à 100 balles. C'est-à-dire, ces idées, nous les avons, des alternatives, il en existe, mais quid de leur mise en œuvre politique? Bon, c'est l'éternelle question, je dirais. Elle revient sans cesse dans tous nos débats, et le fait est que c'est là qu'est l'os, quoi, si vous voulez. Alors, moi, j'aurais envie de prendre cette question-là sous un angle particulier, parce que on peut la fractionner de plein de manières différentes. C'est pas que je veuille enfermer le débat dans une épure extrêmement étroite, sentez-vous libre de déborder autant que vous voulez, mais au moins pour que le point de départ soit à peu près circonscrit. L'un des obstacles qui a été soulevé par les participants au débat de ce matin, je reprends les mots mêmes d'une intervenante. Il y a une jeune femme qui était professeure de lettres et qui a dit là son désespoir de se heurter à la vaste entreprise de crétinisation qui est un obstacle objectif à la progression et la diffusion des idées économiques hétérodoxes face au sens commun orthodoxe. Et alors, il y a quasiment un appareil de la crétinisation, si vous voulez. C'est de cela que je voudrais commencer à faire le tour aujourd'hui. Alors, dit en termes un peu plus châtiés ou un peu plus analytiques, il y a bien quelque chose comme un régime de la formation des idées et des opinions économiques. Et ce régime fait interagir une pluralité d'institutions. On pourrait dire en gros qu'il se déploie à l'intérieur d'un quadrilatère dont les sommets ou les côtés sont constitués de, premièrement, les économistes universitaires. Donc il se passe quelque chose à l'intérieur de l'université, je veux dire, en lien non pas organique, ça serait trop facile de dire les choses comme ça, mais en lien objectif avec la domination du mainstream, avec l'idéologie néolibérale. Et de cela nous pourrions parler. J'ai des choses à vous raconter sur ce sujet, puisque je suis un insider à peu près informé. Le deuxième côté du quadrilatère, ce sont les experts. Alors voilà nos amis du cercle des économistes qui sont en train de banqueter luxueusement. Et puis il y a l'école, et c'est
ce point particulier que soulevait l'intervenante dans le débat de ce matin. Et dernier côté, et non le moindre, il y a les médias. Alors hier soir, il y avait la projection du film de Gilles Balbastre, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui en dit long sur le sujet, mais pour en dire long, le sujet n'est pas épuisé, bien sûr. Donc c'est de cela que je vous propose de débattre. Alors le certain temps que je voulais passer va être très court, hein. Je vais bientôt m'arrêter, mais je voulais simplement rappeler à titre d'apéritif cette péripétie tout à fait succulente qui est échue au d'économique il y a, je ne sais pas, une semaine ou une dizaine de jours. Pour ceux qui ne le savent pas, figurez-vous que le cercle des économistes, le vrai, quoi, enfin, le beau, le bon, a eu vent de cette manifestation un peu iconoclaste qui nous réunit aujourd'hui. Et M. Pastré lui-même nous a fait une proposition de débat contradictoire. Ah, alors ça, c'était quand même une sacrée information. Donc, on a mis ça dans l'alambic et on a laissé distiller gentiment. Et je dois vous dire que la tentation était grande de dire oui. Parce que se les castagner en direct, c'est quand même c'est un plaisir d'esthète, vous comprenez? Et je veux dire, on n'a pas des occasions sous la main comme ça tous les jours. Bon. Et après y avoir longuement réfléchi, à plusieurs, avec François, et puis avec des gens qui ne vous sont pas totalement inconnus, hein, Serge Halimi, Gilles Balbastre himself, Jean Gadret, qui en connaît un rayon en matière de cercle des économistologie, etc. On s'est finalement rendu à l'idée que le refus poli, enfin si j'ose dire, était la meilleure option. Bon. Et je vous en présente brièvement les raisons. Bon. La première, c'était que ces messieurs nous ont proprement ignorés pendant des décennies. Vous comprenez? Alors on n'allait pas non plus accourir à leur premier claquement de doigts. Bon, on a sa dignité et sa petite fierté mal placée. C'est comme ça. Voilà. On est humain. Hein, bon. La deuxième, c'est que si ces Trouffignons nous proposent un débat de cette nature, après nous avoir ignorés si consciencieusement pendant si longtemps, c'est probablement qu'il n'y va pas seulement de leur redécouverte fraîche et sincère des vertus de la démocratie et du libre débat contradictoire. Il y avait comme une variable cachée. Je vous la révèle en toute primeur. La variable cachée, c'est qu'ils sont dans la mouise, mais et pas qu'un peu. Et alors là, l'idée que ça soit à nous de les en tirer, vraiment là, c'était encore plus difficile à avaler. C'était même là aussi un autre plaisir d'esthète qui permettait de faire oublier le premier, celui auquel nous renoncions, que de les y enfoncer un tout petit peu. Alors les raisons de cet embourbement malodorant, on va en parler tout à l'heure, hein, mais elles sont nombreuses, elles sont fleuries. Attendez, c'est vraiment du gratiné, je vous assure. La troisième raison, c'est que débattre avec eux, c'était ipso facto les placer en position de légitimité. Il n'est pas question de commencer un débat avec ces pitres comme si de rien n'était. On enchaîne, quoi. Je veux dire, comment ça va, etc. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Débattons donc de la crise des dettes publiques européennes. Ah non, là, pas de salisette. Non, d'abord, débattre avec eux passe par un préalable qui est de faire leur bilan. Et c'est à ça qu'on pourrait s'amuser aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas là, mais finalement, on n'a pas besoin d'eux pour le faire non plus. Je veux dire, vous allez voir, on va y arriver très bien tout seul. La dernière raison, qui me semble être la plus, qui est peut-être la plus convaincante, c'est que tous ces messieurs, dont je vous rappelle qu'ils sont des amis fervents, et là aussi sincères, de la concurrence libre et non distordue, règnent sur le monde de la diffusion des idées économiques par l'intermédiaire des médias sur un mode quasi monopolistique. Je veux dire, donc, plus distordu que ça, la concurrence, c'est le gosplan, vous voyez, bon. Donc là, il y avait quand même une petite incohérence qui nous déplaisait, et le fait que ces messieurs disposant déjà de toutes les tribunes, nous devions leur en offrir une supplémentaire, ça c'était vraiment trop. Donc là, on a dit voilà, basta comme ça, et finalement, on se passera de votre agréable et de votre urbaine présence. On va faire ça entre nous. Alors, pourquoi ces gens-là sont-ils dans la mouise? Eh bien, il y a un livre récent d'un journaliste qui s'appelle Laurent Mauduit qui a commencé à... Mais je commence à être très très long là. Oh oui, oh là là, oui. Si. Mais attendez, on va avoir l'occasion de reparler de tout ça. Non, je vous rends la parole. La question, si vous voulez, c'est
qu'est-ce qui se passe dans les médias, qu'est-ce qui se passe entre les médias et les économistes, et certains économistes, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, ça serait ça le thème du débat. Si nous étions vraiment en démocratie, on pourrait vous demander si vous voulez qu'il continue ou qu'il s'arrête. Stop ou encore. Non, c'est la première question qui coûte. Alors, avant de passer aux questions, juste une petite information. Comme vous vous en doutez, nous sommes très 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 riches. Nous avons croulé sous les subventions. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans les motions du début, qu'à la sortie, vous pourrez éventuellement aller déposer quelques sous dans un ou plusieurs chapeaux. Je sais même pas, est-ce qu'on est assez riche pour avoir au moins 2 chapeaux? Oui. 1, 2 chapeaux. 3 chapeaux. Wow. Donc, si vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, vous pouvez passer à la sortie. Et puis, voilà. Pour les questions, normalement... Oui. Vous le voulez de quelle couleur? C'est vous qui choisissez. Nous sommes au moins riches en chapeaux. Non, bien sûr, vous faites ça librement. C'est un soutien global. Hein, vous faites à votre choix, soit 50 centimes partout, ou 2000 € tout de suite ici, librement. C'est une très bonne question. Voilà. Ah, même dans la d'économie, il y a un taux de prélèvement obligatoire. Hein. Et ça sera taxé aussi. Pour les questions, voilà un Kamel qui porte le micro, je ne sais où. Donc ce que je vous remercie de faire par rapport à vos interventions, c'est de lever la main systématiquement pour qu'on puisse vous repérer. Et par souci d'équité, de respect, chaque personne interviendra dans l'ordre à laquelle elle a levé sa main. Et puis nous avons donc un délai imparti, puisqu'à 18h au plus tard, et éventuellement avant, si vous êtes fatigué avant, nous devons libérer la salle. Voilà. Donc j'espère que toutes les questions tiendront dans ce délai, sinon il faudra revenir l'année prochaine. Alors, qui commence? Oui. Levez la main de là-haut, s'il vous plaît. Ouais. Vous pouvez même vous lever si vous voulez poser votre question et que tout le monde puisse entendre plus clairement. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est je crois comprendre le sentiment général de l'amphithéâtre. Tout le monde a envie d'entendre parler Frédéric Lordon. Et tout le monde est déçu qu'il se soit arrêté aussitôt. Et je ne vais pas le remplacer au pied levé parce que c'est pas moi que les gens sont venus entendre. Et donc je vais faire une question prétexte en fait, ou 2 questions prétextes. C'est ça que je vous demandais. Pour relancer la machine. Alors c'est pernicieux de sa part, c'est-à-dire que il joue la vedette narcissique en faisant le faux modeste pour susciter des rappels. C'est bien cela. Non, je joue pas le faux modeste, je joue le vrai feignant. C'est pas pareil. Alors allons-y, mes 2 questions prétextes. Donc, l'une m'est inspirée par une autre spectatrice. Je sais ce que c'est le contenu du bouquin de Laurent Mauduit. Il faudra décrire son parcours d'ailleurs, qui est intéressant. Hein. Alors, je dis, mais alors, c'est quoi le contenu du livre de Laurent Mauduit? Première question. Ah oui. Deuxième question. Moi, en tant qu'universitaire, ça m'intéresse particulièrement. Vous avez jeté des graines, on a envie de les voir prospérer, à propos du milieu universitaire des économistes. Voilà. Oui. Merci. Une autre question. On en prend combien? 3? Oui, par exemple. Allez, la deuxième. Madame? Bien, moi, je voulais intervenir pour un petit témoignage en introduction. C'est que ce matin, sur France Inter, pendant ma douche, j'ai entendu parler, je viens de Grenoble, j'ai entendu parler de ces réunions des économistes à Aix, donc j'ai prêté l'oreille. Et puis, un économiste a pris la parole et je n'ai pas réussi à suivre. Ça m'a échappé. Et j'étais en regret de ça. Et à la fin, la journaliste, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit « Nous vous remercions, blabla, je sais, monsieur un tel.
du club des économistes. Génial. Voilà. Génial. Oui, pour revenir à la question initiale, c'est ici, à savoir le décalage entre la vox médiatique et la vox populi, il me semble qu'il y a un précédent historique, c'est celui du non au TCE en 2005, qui a été manifeste là. Et je pense qu'on a un bon exemple de départ. Là. Oui. Bon, et mine de rien, il y a de quoi s'employer déjà, hein. Selon ma bonne habitude, je vais prendre les choses dans le désordre. France Inter, je serais presque tenté d'être, après les 2 informations que vous nous avez communiquées, d'être au total encore heureusement surpris. Je veux dire qu'on donne le dernier mot au cercle des économistes, alors le contraire m'eût étonné, mais vous n'imaginez pas. Qu'on parle des rencontres d'aide économique, alors là, je suis pas... Mais c'est Hélène Algat qui m'a dit ça également hier, et j'en croyais à peine mes oreilles. Moi, j'avais eu une bribe de France Info qui parlait des rencontres d'Aix, et c'est pas de nous qu'il s'agissait, hein, du tout. Bon, alors, à part France Inter, alors, on va reparler de France Inter tout à l'heure, parce que c'est particulier quand même. Bon, Mauduit, allez, à l'os maintenant, hein. Mauduit, qui sait qu'est-ce qu'il écrit? D'abord, qu'est-ce qu'il écrit? Alors là, je pensais que la chose commençait à être de connaissance à peu près commune, mais après tout, ce qui va sans dire allant mieux en le disant, je fais quelques rappels. Eh bien, Laurent Mauduit nous a pondu, il y a à ce printemps, un livre qui est... tout à fait salutaire, quoique surprenant à bien des égards. Et je vais m'expliquer sur cette clause de réserve. Mauduit s'en prend précisément à ces relations troubles qui existent entre certains économistes en cercle et les médias, et précisément du fait de cette occupation quasi monopolistique. Alors, à la vérité, Laurent Mauduit arrive en terrain déjà largement préparé, et il l'omet le plus souvent de le dire. Le terrain avait été préparé de longue date par, oui, je veux dire forcément, hein, des malséants, le monde diplomatique, Acrimed, tout le mouvement de critique des médias, Feu PLPL et le plan B, etc., qui étaient déjà au basque de toute cette valtaille économiste, hein, et qui n'avaient pas manqué à l'époque de soulever leur double, triple ou quadruple casquette. Et dans la plus parfaite indifférence générale quand ça n'était pas dans un climat de franche adversité. Relais médiatique, 000, bien sûr. Hein. Et puis, il y a 2 ans environ, oui, c'était en 2009, Jean Gadret fait un papier sur son blog qui s'appelle, alors auquel il donne un titre un peu plus explicite, c'est Les liaisons dangereuses. Et là, c'est un insider, il est économiste, il est universitaire et il casse franchement le morceau. Et il appelle un chat en disant qui est qui. Alors on les prend, hein. Alors il en a pris 2, mais c'était 2 qui étaient spécialement gratinés, c'était Lorenzi et De Boissieu. Et il décline leur curriculum vitae. Et alors attention, ça fait mal. Ils sont, mais dans la finance, jusqu'au sourcil. Et on se prend à penser, y aurait-il un lien de corrélation entre ces positions avantageuses et le discours que ces messieurs tiennent en permanence à propos de la finance? En tout cas, qu'ils tenaient jusqu'à 2007, et même un petit peu après 2008-2009. Et on finit par se dire que peut-être il pourrait y avoir comme un lien de cause à effet ou un bidule dans ce genre. Et alors là, la boîte de Pandore était ouverte. Jean Gadret s'est pris la DCA, le malheureux. Alors, il a publié, parce qu'il a de la conscience, il a publié les réponses de Lorenzi et de Boissieu, et comme je le soupçonne en plus d'avoir de la conscience, d'avoir le sens de l'humour et d'être à moitié filou, il les a publiés parce que ces messieurs s'enfonçaient, mais comme toujours, hein, si vous voulez, ils se débattaient dans les sables mouvants et ils y étaient jusqu'à la taille, ils y étaient jusqu'au menton à la fin. Donc c'était dramatique, puisque la défense de Lorenzi et de Boissieu, c'est « oh là là, ça nous rappelle des périodes sombres de l'histoire ». Et ça s'arrêtait là. Vous comprenez? Ce qui est, alors, comme vous le savez, c'est le. Ils n'ont pas dit que ça fleurait bon l'antisémitisme, mais dans leur esprit, à mon avis, c'était quasiment établi. Donc c'était le délégitimateur universel, c'est les années 30, la chasse à dominem, etc. Bah oui, je veux dire, on n'est pas là en train de parler du sexe des anges, hein, vous comprenez, on parle d'économistes réels, et comme faisait remarquer Marx dans la postface du Capital, il faut nommer les gens, non pas pour s'en prendre à eux intuitu personnel, mais pour s'en prendre à eux escalité institutionnelle, c'est-à-dire comme support concret de rapports sociaux. Ce sont des rapports sociaux incarnés, ces gens-là. Alors si on veut parler des rapports sociaux, il faut parler des gens qui les incarnent, et c'est eux en l'occurrence.
Donc on n'allait pas dire X ou Y ou bidule ou des économistes, certains économistes, etc. Non, pour dire que qui est chez Edmond de Rothschild. Bon, il y a si ma vue est encore bonne, il y a Renaud. C'est toi Renaud? Bah oui, oui, parce que je comprends, ça baisse, alors j'étais pas sûr. Il y a Renaud Lambert qui a fait un papier dans le Monde diplomatique, c'était au mois d'avril, je crois, et qui était plus qu'un apéritif au livre de Mauduit. Donc Mauduit arrive et sur un terrain qui est très préparé. Et il arrive dans des conditions de légitimité qui, là aussi, sont particulièrement distordues. Parce que c'est un journaliste, donc c'est un peu un insider. Et un journaliste, ça parvient toujours à se faire écouter d'autres journalistes. Là, c'est un truc qui est un peu de... Je dois vous dire... Et là, c'est là qu'il faut parler de votre question. Qui est Mauduit? D'où vient-il? Quel a été son itinéraire? Ça se pose un peu là, hein. Parce que moi, il y a assez longtemps, hein, dans un texte qui avait été publié sur Internet, j'avais théorisé ma condition de cocu de l'histoire. Les gens, les défenseurs de la pensée critique sont voués à être les cocus de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent des thèses qui sont très à l'extérieur du cercle des opinions légitimes. Et bien à l'intérieur du cercle de la légitimité, il suffit que ça soit, le système soit arbusté par un événement un peu d'ampleur, et il commence à y avoir du branle dans le manche. Alors à ce moment-là, il y a des insiders qui commencent à conduire assez astucieusement des stratégies de différenciation et qui se portent à la limite du cercle pour aller piocher quelques idées qui avaient été émises tout à fait à l'extérieur chez des gens qu'on avait traités en pelés, en galeux, et ils les réimportent, mais sous des formes extrêmement édulcorées, à l'intérieur. Et ils encaissent des profits de singularisation qui sont assez sonnants et trébuchants. Alors, en matière d'analyse économique, le roi, c'est Patrick Artus. Alors, Patrick Artus vous fait des livres dont les titres sont apocalyptiques. Globalisation, nous allons tous périr. J'invente un peu, mais c'est les femmes et les enfants d'abord. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin, des trucs comme ça, tous au canot. Bon, moyennant quoi, il y a une analyse que, lue à l'aveugle, vous feriez signer à l'aise par le conseil scientifique d'attaque. Et puis, il y a le dernier chapitre, conclusion, les solutions. Et là, prout, un pet de lapin, et même pas, de mulot. Enfin, mais vraiment un truc, et on en appelle à la responsabilité, à la vertu. Pour que ça change, il faut que nous voulions que ça change. Ou quelques grands énoncés comme ça, bien édifiants. Vous voyez, t'en vas la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse, je ne sais pas. Ah bon, chat, bon rat. Bon, et là, on est armé quand même pour sortir du capitalisme. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Bon. Voilà, et alors donc c'est le roi, vous voyez, et après on dit Artus, c'est un homme libre. Oui. Alors Mauduit, dans son genre, c'est un peu pareil. Mauduit, il faut rappeler quand même d'où il vient. Il vient de Libération, il vient du Monde. C'est lui qui a fait rentrer dans le système et qui a mis le pied à l'étrier à toutes ces crapules qu'il dénonce maintenant dans son livre. Ça donne lieu d'ailleurs à quelques contorsions, je vous assure que c'est onctueux, hein. Franchement, hein, ça vaut le coup d'être lu. Il a été à Libération, c'est là qu'il fait venir Daniel Cohen, Fitoussi, etc. Il part au Monde, et puis il part avec ses petits protégés. Donc hop, il les emmène. Et au Monde, c'est pas, je veux dire, c'est pas un soutier qui fait des dépêches. Hein. Au Monde, il est rapidement chef du service économique, et puis il est rédacteur en chef adjoint, ou directeur adjoint de la rédaction, je ne sais plus comment on dit, et puis il devient éditorialiste. Et ceci à partir du fin des années 90, début des années 2000. Donc, Mauduit a, si vous voulez, maintenant Mauduit se présente comme le commentateur extérieur dont il a été un acteur intérieur, et des plus notoires. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. C'était le navire amiral de la conversion de la gauche, je veux dire de la fausse gauche, je veux dire de la gauche de droite, au social-libéralisme, je veux dire de la fraction modérée de la droite, quoi. Bon. Voilà, alors, la ligne libérale du Monde, alors, je suis tenté de dire que c'est lui, même s'il fait tout ce qu'il peut pour passer entre les gouttes, parce qu'au nom d'une saine application du principe de responsabilité. Il était chef, normalement il doit endosser ce qui s'est fait sous sa chefature, vous comprenez? Ou alors le mot n'a plus de sens. Bon. Le phrasé subtil et aérien du Monde contre les partisans du non au TCE, je veux dire, il en a été un co-acteur. Bon. Et j'en passe et des meilleurs. Bon. Alors, la réalité, c'est que Mauduit, et comme son camarade Plenel, se fait virer à coups de latte dans le train par Minck et Colombani. Ah, alors là, tout change. Là, depuis, c'est un rebelle. Donc, ils sont partis, ils ont monté Mediapart, et c'est des vrais rebelles. Alors, je vais vous dire très franchement, moi, Mediapart, je trouve que c'est un bon journal. Relativement parlant, il y a des contenus, il y a des bonnes enquêtes, il
ils ne se sont pas affalés lamentablement comme Libération, qui est devenue une espèce de tract électoral, puis gouvernemental, qui nous fait des éditos proprement hallucinants. Hein. Je veux dire, il ne faut pas dire austérité, il faut dire le redressement financier du pays, qui est une nécessité, mais qu'on va opérer dans la justice. Enfin, vous voyez, si ma tante en avait, enfin, etc. Non, vraiment, bon, Libération, c'est le caniveau, quoi. Hein. Et Mediapart, c'est pas ça. Mediapart, ils continuent à leur mordre les mollets, à dire non, l'austérité, ça va mettre. Donc, je veux dire, je fais la différence et je peux donner acte à Plenel et Mauduit d'avoir créé Mediapart, de le faire fonctionner comme il fonctionne, etc. Mais moi, il y a un truc qui me fout les baloches, mais vous imaginez pas, c'est les retournements de veste en loose day. Ça m'énerve, mais alors, c'est pas possible. D'abord parce que j'ai mauvais caractère, je suis obligé de le dire. Je ne partage pas, je ne pratique pas le pardon des péchés, et en plus j'ai des archives bien tenues. Alors vous voyez, non, là ils sont dans la merde. Hein. Donc vraiment, et voilà. Donc je trouve ça très déplaisant. Donc c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à tous ces jolis jeunes gens hein, qui sont là-bas à l'hôtel machin chose ou à l'université qui donne des salles et de la sono. Hein, vous voyez. Donc là il y a quand même un truc. Et moi je trouve qu'on se si vous voulez, on se grandit quand on dit qu'à un moment, tout le monde a le droit d'avoir fait ce fausse route, tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit de changer d'opinion. Je veux vous dire, le langage conceptuel de la responsabilité m'est étranger. Je suis spinoziste, donc je pense que c'est une... on ne va pas discuter de ça. Hein. Je pense par ailleurs qu'il faut se méfier avec le maniement du terme d'intellectuel, même si pour ma part, j'aimerais en devenir un. Mais malgré ces deux clauses réservatoires, je pense pouvoir dire qu'il y a quand même, j'arrive pas à me défaire de l'idée qu'il y a quand même quelque chose comme une responsabilité des intellectuels. Et cette responsabilité, c'est quand on manie la plume et qu'on a le droit d'accéder à l'espace public, d'y dire des choses, de les faire lire par d'autres ou entendre par d'autres. La responsabilité d'un intellectuel, c'est de dire « je me suis trompé ». Je me suis trompé, j'ai changé d'avis. Et voilà pourquoi. Et alors moi, on me dit ça, mais c'est l'ardoise magique, ou presque, je suis content, parce que j'ai mauvais caractère, mais jusqu'à un certain point seulement. J'en connais des qui sont plus rosses que moi, hein. Mais moi, ça me va. Je connais peu d'intellectuels qui aient fait ça dans le milieu universitaire. Je peux vous dire, pour moi, ces gens-là se sont... Enfin, ça compte pas, hein, mais de ma part, ils se sont acquis une estime que rien ne saurait entamer. Or, les retournements de veste de faux cul, alors là, je vous dis, depuis 2008, c'est quelque chose. Ça aussi, il va falloir qu'on en parle, hein, je veux dire. Mais moi, je sais qu'il y a, personnellement, j'y pense beaucoup. C'est une solution au problème climatique, ce truc. Vous branchez des petites dynamos là-dessus, mais vous avez de quoi éclairer des pâtés de maison entiers, hein. Ça vole au vent, c'est agréable, c'est formidable. Donc il faudra qu'on prenne le temps hein, de reparcourir tous ces économistes. Alors je ne sais pas, par exemple, regardez Eli Cohen. Eli Cohen, il se serait fait couper en morceaux plutôt que de dire autre chose que privatisation. Et maintenant, il pense qu'il faut nationaliser les banques. Ah ben oui. Daniel Cohen, à ne pas confondre, a écrit en 2004 un livre qui s'intitulait « La mondialisation et ses ennemis ». Vous voyez, ce qui signifiait qu'il était plutôt du côté des amis, d'ailleurs. Mais maintenant, Daniel Cohen montre le point. Et des fois, il dit même capitalisme. Donc c'est vous dire à quel point il est très très en colère. Bon, alors évidemment, il continue de conseiller Martine Aubry, puis quand elle est battue François Hollande, etc. Mais ça, c'est pas très grave. Alors, le pire, c'est que vous voulez, si vous voulez, ma solution au grand problème mondial du climat va rencontrer sa limite, parce que ces gens-là ne sont que des demi-retourneurs de veste. Vous comprenez ? Si en plus, il a retourné complètement. Ça serait presque sport, ça. Vous voyez ? Un mec qui dirait maintenant, allez, et maintenant les soviets. Allez, chiche. Allez, vas-y Nicolas Bavrez, on t'écoute. Ça serait de la gueule, quoi. Non, carrément, lâche-toi, vieux. Mais non, c'est juste la titrisation, c'est pas bien si elle continue. Voilà, ça, on n'en aura pas plus. Bon. Donc ces gens-là commencent à me remplir les bottes, si vous saviez. Mais alors, vraiment, hein, ça commence à bien faire. Et donc, alors, le livre est finalement, voilà, si on passe par-dessus tout ça, le livre est un apport réel parce que, par les lois de cette économie générale de la légitimité que j'esquissais à l'instant, Mauduit, qui était un insider, ou qui l'est toujours d'ailleurs, a une parole qui est bien davantage reçue que lorsque ce sont les mal élevés du monde diplomatique, du plan B, ou même Jean Gadret, fut-il universitaire, ou moi
moi qui le disent. Vous comprenez? C'est ça. Alors c'est ça, voilà. Donc j'engaderai, entre ici, dans la maison des cocus de l'histoire. Donc c'est fait. Voilà, il a ses cornes, lui aussi. Donc, mais je veux dire, on en a pris notre parti, hein. C'est comme ça. Donc, c'est ça qui est extravagant dans cette crise. Et c'est pour ça que moi, je ne décolère pas hein, depuis 4 ans. Alors, en même temps, c'est bien parce que ça, et ça, et oui, on reste éveillé, quoi. Forcément, j'ai toujours considéré que c'était la meilleure des passions tristes, la colère. C'est vraiment, si celle-là, elle a une motricité, vraiment, je trouve formidable. Mais vous voyez, il y a parfois comme ça, il y a différentes formes, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Hein. On parle de la corruption. Mais il y a différentes formes de corruption. Et moi qui ne vais pas parler longtemps, là. Il y a bon, je m'arrête peut-être pour prendre des questions. Bon, alors 2 minutes. Il y a différentes formes de corruption. Il y a la corruption formelle. Je veux dire, on va discuter tout à l'heure très sérieusement, et conceptuellement, hein, si vous voulez même, pour savoir si les économistes formels, les économistes du cercle, sont un cas de corruption formelle. Mais il y a une corruption dont je trouve qu'elle est encore plus pernicieuse. C'est cette espèce de corruption qui tient à... C'est la corruption par un pouvoir diffus. Le pouvoir diffus de ce qui se donne à un moment donné pour le cercle des opinions légitimes, à l'intérieur duquel sont autorisées à s'exprimer les seules différences tolérées. Ouais, alias le cercle de la raison d'Alain Minck, si vous voulez. Et toute contestation extérieure au cercle de la légitimité est par construction illégitime et délégitimée. Et on ne prend conscience de cet effet pernicieux qu'à l'occasion de quelques grands événements qui vient d'un coup et très brutalement déplacer sensiblement les frontières tacites du dissible et de l'indicible, ou du pensable et de l'impensable, et qui laisse alors d'un coup à découvert les amis de l'ancienne légitimité, puisque c'est un choc de délégitimation monumentale. Alors, c'est un glissement de terrain, si vous voulez, et tout le monde est occupé à rectifier sa position, et je veux dire, dans la crise, tout va si vite, et il faut bien tenter de suivre. Alors moi, c'est ça qui m'amuse le plus, c'est ce que je vous disais, c'est ce spectacle des néo-rebelles qui sont en permanence occupés à faire oublier leur position antérieure, ou à faire oublier leur absence de position antérieure, et qui en permanence opèrent des rectifications de trajectoire. Je vous ai parlé d'Elie et de Daniel Cohen, mais vrai, c'était pareil. Pendant un moment, il a dit des trucs, mais on n'y croyait pas. Il faut lire les dates dans le passé. Moi, je me suis tapé ça, hein, pour vous, quand même. Donc là c'est vrai que c'est moi qu'il faut remercier. Hein. Et je veux dire, il faut lire les livres du Cercle des économistes. Ah mais oui, c'est délicieux. Maintenant, vous pouvez lire il y a un livre qui s'appelle... Attendez. Le monde a-t-il encore besoin de la finance? Point d'interrogation. Ou à quand la fin de la dictature des marchés? Et ça n'est pas une brochure d'attaque. Alors, rassurez-vous, à l'intérieur, c'est toujours le même bullshit. Hein. Je veux dire, donc, il y a juste le titre, les lettres sont rouges, je ne vous mens pas, la fin de la dictature des marchés, et c'est signé par David Tesmar, qui est peut-être l'un des plus vendus à la finance. Enfin, je veux dire, en tout cas, intellectuellement. Donc, c'est très... Alors, tout le monde louvoie, tout le monde navigue, les adverbes volent bas, et voilà. Donc, ça grenouille, et c'est un spectacle réjouissant. Enfin, je veux dire, si on tient à n'en pas pleurer. Voilà. D'autres interventions pendant que M. Lordon boit un coup et se repose un petit peu? Oh. Oui. On en prend 3. Oui, bon, ben voilà, merci de nous avoir parlé de M. Bauduit. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des solutions des économistes hétérodoxes maintenant? Enfin, je sais que je vais encore te faire parler peut-être longtemps, mais on est venu un peu pour ça aussi. Voilà, on va noter cette question, ou cette remarque. Encore d'autres questions? D'autres interventions? Oui, ici. La première dame et la deuxième à côté. Moi, monsieur, pardon. C'est une question de béotien. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai enseigné la chimie à l'université. Et mon problème,
c'est cette foule de gens qui sont à Bac+, et au-delà, et qui sont restés dans une ignorance des choses économiques pendant toutes leurs études. Et ceux-là, lorsqu'ils ils attrapent un peu le virus social, ils se regardent en se rasant le matin et ils disent comme je connais rien à l'économie, et alors ils se renseignent et ils voient que le bout qui dépasse de l'iceberg, c'est-à-dire que bêtement, en lassant leur godasse, ils écoutent BFM TV, iTélé, RTL, RMC, et là, pendant les 10 minutes où on parle d'économie, ça leur tient de formation. Et moi je pense que quand on est cocu, on va jusqu'à revolvériser l'amant. Donc il va falloir penser à la méthode. Premièrement, de mobiliser tous ces gens qui sont non pas dans le dernier décile social de revenus, mais beaucoup plus haut, et qui sont quelquefois écoutés. Maintenant, on n'est plus écouté au bar quand on discute, on est écouté sur Internet et dans les réseaux sociaux, et ça va peut-être être, disons, la manière de faire une nouvelle gymnastique pour les années qui viennent. Bonjour. Juste, j'aurais voulu savoir par curiosité, par rapport à la crise de 29, où j'imagine qu'il y avait déjà un positionnement ou des analyses d'économistes qui étaient faites, est-ce que l'analyse était unique ou il y avait déjà un mouvement qui pensait, qui disait autre chose? Et est-ce qu'on peut faire un pont entre ce qui s'est passé en 29, la façon d'y réagir et maintenant? Voilà, merci. On va arrêter peut-être pour l'instant, ça fait déjà 3 interventions, et on vous prendra juste dans la succession. Alors écoutez, cher monsieur, je pensais, mais vraiment, quelle impudence, je pensais être radical, je suis un mou du genou. Vous m'avez, j'allais dire vous m'avez tué, mais quasiment. Et il faut bien le dire, ça ouvre des perspectives. Bon, en même temps, il y a le code pénal, tout ça. Bon. En revanche, moyennant une adaptation modérément métaphorique de votre propos, on pourrait envisager des trucs, en effet. C'est vrai, mais c'est là, c'est pas. Peut-être qu'il ne faudrait pas dire ce que je vais dire, mais je crois quand même que si on arrivait à trouver un moyen à peu près légal de leur faire peur, ça serait bien. Je vais vous faire un aveu de faiblesse. Je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps dans la queue du cinéma pour aller voir Le Grand Soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon je vous le conseille, hein, c'est vraiment un bon film. Et devinez qui j'avais derrière moi. Baudouin Pro, président directeur général de BNP Paribas. Et vous savez quoi, ce trou du cul essayait de me doubler dans la queue en plus. Non mais attendez, même au cinéma, il s'arrête jamais. Eh ben, incroyable, non? Donc j'ai dû jouer des coudes pour passer la porte devant lui. Et alors voilà mon aveu, on l'avait sous la main. Et il fallait faire quelque chose et je savais pas quoi. Ma chère et tendre, qui est un peu moins centriste que moi, m'a dit il aurait fallu qu'on ait une tondeuse et on lui coupait ça. Mais donc vous voyez, c'est je pense qu'il allait jeter dans le cinéma de merde en plus, et je pense qu'il y allait parce qu'il maximisait la chance d'être pas reconnu dans cet endroit-là. Et voilà, oui, mais quand même, oui, il faudrait leur foutre un peu les jetons d'une manière. Mais franchement, hein, c'est bon. Évidemment, c'est des solutions délicates à manier. Alors, oui, votre question est vraiment très intéressante, madame, sur la crise de 29. Je fais un petit détour par le monsieur qui me demandait alors quelles sont les solutions des économistes hétérodoxes.
Là, comme ça, brûle pour point, vous voyez, on est parti pour 3 heures. Puis en plus, c'était l'objet de la conférence de ce matin. Je suis désolé, monsieur, je vais skipper. Alors, j'ai écrit longuement là-dessus, je ne suis pas seul, grâce au ciel. Il y a des travaux des économistes atterrés, il y a plein de chouettes livres, il y a plein de blogs qui disent... Mais vous voyez, il faudrait rentrer... non, je ne veux pas refaire la conférence de ce matin. En plus, je me méfie de moi, j'ai beaucoup l'impression de radoter. Alors là, ça serait le comble. Pardonnez-moi. Mais alors, sur la crise de 29, là, il y a un point d'histoire économique et surtout l'histoire des idées économiques qui est très intéressant. Parce qu'à l'époque, non, il n'y avait pas un autre mouvement, mais la crise a suscité un autre mouvement. Ça a été le keynésianisme. Alors, bon, je vous passe quelques détails. Il y avait un autre chercheur qui était à Cambridge qui s'appelait Kalecki, dont Keynes a, allez, disons-le, s'est approprié bon nombre d'idées et l'a dépossédé d'une partie d'une postérité qui aurait dû lui revenir. Mais peu importe. C'est Keynes qui a raflé le morceau et effectivement, à l'époque, dans la boîte à outils des économistes, il n'y avait que les bêtises qui ont conduit de la crise de 29 à l'approfondissement de la Grande Dépression des années 30. Voilà. Et puis, évidemment, ça a été un tel choc macroéconomique, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les États-providence, il n'y avait aucun filet de sécurité. Je veux dire, aux États-Unis, le taux de chômage atteint 25%. Enfin, c'est des trucs horribles, quoi. Vous connaissez tous les raisins de la colère, etc. Enfin bon, le vrai retour dans la misère. Et à la suite de ce traumatisme immense, le keynésianisme s'est imposé comme doctrine alternative. Alors le keynésianisme, il est là, il est toujours là, il a été délégitimé continuellement à partir des années 70. Non, sans quelques raisons d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de délégitimation qui ne s'appuie sur quelques éléments, sur quelques fondements. Et le fait est que le paradigme keynésien, qui avait conduit avec succès la politique économique des années, disons, 45-75, est entré lui-même en crise. Et il n'était plus adapté si vous voulez, le monde avait changé et le keynésianisme avait perdu en quelque sorte les conditions structurelles qui lui avaient donné naissance. Par conséquent, il avait cessé d'être adéquat. Non pas en toute généralité, mais pour l'époque qui s'ouvrait. Et je veux dire, ça n'exclut pas du tout qu'il y ait des circonstances, des conjonctures, c'est le cas typiquement actuellement, dans lequel le keynésianisme est une réponse. Évidemment, pas la seule réponse, puisque le keynésianisme, si vous voulez, c'est une vue qui est limitée à la politique économique immédiate. C'est pas ça qui met en cause les structures fondamentales du régime d'accumulation capitaliste dans lequel nous vivons. Mais tout de même. Alors, qu'est-ce qui fait que ce keynésianisme ait tant de mal à être revitalisé alors qu'il est déjà là? Il suffit de le sortir des cartons. C'est que entre-temps, la théorie néoclassique, qui est en quelque sorte le fer de lance dans la théorie de l'idéologie libérale, alors c'est un peu inexact ce que je dis, mais c'est vrai à un tel degré qu'on va s'en tenir à cette proposition. La branche universitaire, si vous voulez, de la pensée néolibérale a connu des développements absolument colossaux et surtout des incrustations institutionnelles tellement profondes qu'on n'arrivera pas à s'en débarrasser avant une décennie au minimum. Si vous voulez, normalement, pour la théorie néoclassique, la crise qui s'est produite là est un choc monumental. Alors malheureusement, j'ai peur que ce ne soient pas les hétérodoxies qui soient les bonnes candidates à être théorie de remplacement. C'est l'orthodoxie qui va se renouveler par quelques transformations internes qui lui permettront de se relancer, etc. Et je pourrais vous en dire non là-dessus, parce que là, c'est un de mes sujets de recherche, et malheureusement, on restera gros gens comme devant, j'en ai très peur. Donc c'est ça qui est la différence entre les deux époques. C'est les outils intellectuels sont là, mais la pensée libérale, dans sa branche théorique, a réalisé des gains institutionnels si considérables qu'on n'arrive plus à la désincruster. Et ça, c'est dramatique. Alors, c'est là qu'il faudrait revenir sur ce qui se passe dans l'université, par exemple. Il s'est passé... Alors, les choses bougent un peu quand même, hein, puisque la tonalité de la conférence de ce matin avait... Enfin, plutôt la conférence de ce matin avait quelques tonalités un peu dépressives, hein, par moment. Mais, tout n'est pas figé. Alors, précisément, il s'est passé des choses pour essayer de sortir cette catégorie générique, les économistes, du monolithisme dans l'opprobre, qu'elle mérite à 90% par ailleurs. Il s'est passé deux choses. Il s'est passé quelque chose dans le milieu proprement universitaire.
les économistes hétérodoxes, qui pourtant alors étaient plus divisés que les Gaulois, se sont réunis pour former une association professionnelle dissidente. Il y avait une association officielle des économistes qui s'appelait l'AFSE, Association française de sciences économiques, et des hétérodoxes ont créé une association qui s'appelle l'AFEP, Association française d'économie politique, où par parenthèse vous retrouvez cet avertissement de Foucault que lorsqu'une discipline se donne tel ou tel nom, c'est un événement épistémologique de première grandeur. Selon que vous appelez votre savoir science économique ou que vous l'appelez économie politique, je vous assure qu'il s'ensuit des conséquences qui sont radicalement différentes. Hein. Bon, alors ça cette association dissidente a 2 ans et demi d'existence, elle grossit, elle forcit, elle va bien merci, elle tient son congrès. Moi je suis intervenu à ce congrès de la FEP jeudi, juste le temps de partir pour Aix le lendemain, et le congrès dure encore aujourd'hui. Donc, et il est international, il y a 600 économistes venus de partout dans le monde, etc. Donc ça commence à bouger, et la FEP se bat pour la restauration du pluralisme dans les institutions de la science. Pluralisme qui a été foulé au pied à un degré dont vous n'avez pas idée. Je veux dire, il n'y a plus un professeur agrégé hétérodoxe qui passe l'agrégation qui soit hétérodoxe. Je suis probablement le dernier directeur de recherche au CNRS à être hétérodoxe. Le dernier à être passé directeur de recherche. Il n'y a plus un jeune, ou très très peu, recruté hétérodoxe dans les universités ou dans le CNRS. Et vous voyez comment on organise l'attrition démographique. Si on ne renouvelle pas les générations, je veux dire, le sous-ensemble des hétérodoxes va s'éteindre de sa belle mort démographique. Et puis après, ils resteront et ils seront tout seuls. Mais l'accès aux revues, l'accès aux colloques, tout ça est trusté de manière monopolistique par les orthodoxes. Et c'est de cette manière, évidemment, que nous n'arrivons pas à faire valoir des travaux qui sont 1000 fois plus intéressants que les leurs. Moi, je n'ai aucun problème à le dire, etc., etc. Et puis, par ailleurs, les économistes ont créé également, dans le plan, non pas de la théorie pure, mais dans le plan du débat de politique économique, d'économie appliquée, ils ont créé des économistes atterrés. Alors ça aussi, c'est autre chose. Vous voyez, mais ça compte. C'est une voix qui dit non. Tous les économistes ne cautionnent pas toutes ces conneries. Il y en a d'autres qui ne pensent pas pareil. Et il se trouve que vous ne les aviez jamais entendus jusqu'ici. Vous ne saviez même pas qui c'était. Alors on se réunit pour que ça pèse un peu plus. Et ça commence un peu. Alors, mais c'est, comme vous savez, le travail politique, le travail de reconquête idéologique est une longue patience. Mais, il faut le dire, la conjoncture nous sert, toute chose égale par ailleurs. Mais elle nous sert, puisque là, le spectacle de leur naufrage intellectuel est chatoyant. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment... bon, voilà. Un dernier mot, pour rattraper la question au registre des motifs d'espoir. Oui, monsieur, moi aussi je me souviens, mais on en parlait avec Étienne Chouard, qui avait été un animateur du nom au TCE, on en parlait ce midi au déjeuner. Ça reste une expérience inoubliable et un réel motif d'espérer. Mais d'espérer pour plein de choses. Hein. D'espérer en la capacité du peuple à disconvenir aux injonctions de pensée qui lui sont faites par la camarilla médiatique, par la camarilla des précepteurs de pensée et des pédagogues autoproclamés. Et ça donne de l'espoir également en matière de la capacité populaire systématiquement déniée par les élites à penser par elle-même, à réfléchir, à s'emparer de ces sujets, à les étudier, etc. Et moi je rappelais à Étienne ce midi une réunion publique que j'avais faite, qui était marquante, avec Olivier Ferrand, alors paix à son âme, tu m'es témoin, Étienne, j'ai dit ça, il dit. Bon, j'ai dit d'autres choses après, mais bon, alors je m'arrête à paix à son âme, qui était le créateur de la fondation Terra Nova, et qui à l'époque était l'ex-conseiller de Lionel Jospin aux affaires européennes. Bon. Et il y avait la salle c'était à Calais, et la salle était calaisienne. C'était du robuste prolo, je peux vous dire. Et là, le racisme social se plantait à tous les coups, car les robustes prolos à la nuque épaisse connaissaient mieux le traité que le petit marquis qui était conseiller du Premier ministre aux affaires européennes. Et il était touché-coulé à chaque coup. Je veux dire, à touché-coulé. C'était jouissif. Donc oui, il y a ça, et alors ça plus ça, effectivement, des fois, ça remonte un peu le moral. Alors, avant de passer le micro à la dame en noir ici, je peux juste consoler monsieur qui est là-haut qui a raté la conférence de ce matin, peut-être. En tout cas, elle est retransmise en différé sur le site d'économiste.org, ce qui va pouvoir vous consoler, je l'espère. Voilà. Merci. Merci de nous avoir tracé un panorama un petit peu de ce qui se passe dans notre doux pays.
est-ce que, par contre, puisqu'on n'est pas tout seul, on est en Europe y compris avec des nouveaux pays socialistes, enfin des nouveaux pays, des ex-pays socialistes, est-ce qu'il y a des frémissements de pensée économique orthodoxe dans ces pays-là? Quelles sont vos relations? Quels sont les espoirs de ce côté-là pour essayer de construire et de barrer la route au monopole de pensée, de crise économique et de rigueur, etc. Voilà. Merci. Il y a une personne tout en haut. Il y avait une personne avant ici. Oui. Ensuite, il y a une personne tout en haut et une quatrième qui passera peut-être dans la salle suivante. Je voulais parler donc d'un des côtés, c'est l'école. Et je crois que s'il y a une révolution à faire, c'est à cet endroit-là, parce que je crois que les élèves s'ennuient beaucoup et qu'on oublie plein de côtés, notamment les côtés artistiques ou autres, quoi. Et je crois qu'il y a une révolution à faire là pour plus qu'ils s'ennuient. Voilà. Merci. Donc tout en haut, au milieu. Voilà. Et monsieur là-bas d'après. Et ensuite, pareil, dans la... Oui, bonjour. Une question au sujet de la sécurité qui existait entre les banques qui prêtaient aux particuliers et les banques qui spéculaient, qui a été supprimée il y a un petit moment déjà. Et là, on voit bien que cette sécurité était nécessaire. Comment ça se fait qu'elle n'a pas encore été rétablie? Parce que bon, les hétérodoxes en étaient convaincus, mais je pense que les orthodoxes également. Ou l'inverse. Merci beaucoup. On en prend une quatrième après répond ou... Non, on va d'abord répondre à ces trois premières interventions. Ok. Est-ce qu'il y en a encore une autre qu'une autre ici? Ça fera 5. Qu'en pensez-vous? Oui, d'accord. Alors la quatrième là-haut. Oui, vous parliez tout à l'heure du keynésianisme et ce à quoi ça m'a fait penser, enfin, une question que je me pose. À l'époque, quand même, vous parliez tout à l'heure de faire peur aux économistes hétérodoxes, mais il me semble qu'il y avait un vrai projet politique qui faisait peur au capital, surtout. Et je pense au communisme, les idées marxistes. Et la question que je me pose, c'est justement... comment je pourrais dire ça? La question que je me pose, c'est que justement, ne se sentant pas en danger, on continue le même système. En tout cas, les forces capitalistes, elles ont envie de continuer le même système, puisque c'est comme ça qu'elles gagnent du fric. Et ben voilà, c'était... Non, je voulais juste appuyer ma réflexion sur le fait que quand même, suite à 29, il y a eu la mise en œuvre des idées keynésianisme et que quand même aux États-Unis, après, il y a eu la chasse aux sorcières, la chasse aux communistes. Donc on a terminé le travail, quoi. On a quelque part, on peut penser qu'on a continué à sauver le capitalisme en enlevant les têtes pensantes. On continuera la suite des interventions un petit peu plus tard. Alors, Madame, sur les ex-pays socialistes qui sont maintenant intégrés dans l'Union européenne, j'ai peur de ne pas avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer. Malheureusement, et on peut le comprendre, c'est lorsque, dans ces pays, lorsqu'on dit le mot État, ils sortent en revolver, quoi. Vous voyez, parce qu'ils ont ça a été trop. Donc, ce sont les plus fervents amis du marché, en moyenne. Donc, les mouvements, il se trouve que je connais mal ces pays, mais j'étais allé, j'ai fait plusieurs passages en Russie, où le paysage des sciences sociales est littéralement dévasté, mais dévasté. Dieu sait que
le marxisme est une pensée intéressante, mais le marxisme transformé en doctrine officielle sur le mode stalinien obligatoire, je vous assure que ça a été une catastrophe de pensée absolue. Donc toutes les sciences sociales sont à reconstruire, elles se reconstruisent dans un chaos total. Maintenant, les économistes sont d'anciens rocket scientists, c'est des gens qui faisaient ils travaillent dans l'astronautique, ils faisaient des fusées, ils se reconvertissent économistes, c'est Elsa Popin, je vous assure, ça déchire. Et donc c'est pas sûr qu'il faut compter avant un moment. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit tour et d'essayer d'attraper autant d'informations que je pouvais à Budapest. J'ai rencontré des gens, des députés de l'équivalent local du Front de gauche, et les pauvres sont atrocement minoritaires. Notez bien qu'ils sont quand même à l'Assemblée, ils sont je ne sais pas combien, ça doit se compter sur une poignée de main, quoi. Mais voilà, donc c'est pas de ce côté que viendra le salut du tout. Et vous avez vu, les 3 pays baltes font assaut d'orthodoxie. Mais alors, c'est les meilleurs élèves de la classe. Ils s'imposent ce qu'on appelle des dévaluations internes, c'est-à-dire des désinflations compétitives, des déflations salariales monumentales. Et alors, tout va bien. Hein. Donc, d'ailleurs, il doit y avoir là aussi, il doit y avoir une variable cachée, mais comme je ne connais pas bien, ces économies-là, je vais me garder d'en parler. Oui, monsieur, oui, l'URSS faisait peur au capital. Ça, c'est très vrai. La chute du mur c'est un événement considérable dans la libération des élans de puissance capitalistes. Il faut porter sur le monde social un regard qui emprunte au rude réalisme politique de Spinoza. Le monde n'est que pôle de puissance en train de se rencontrer, parfois de s'associer et le plus souvent de lutter. Et dans cette affaire, les petits poissons sont mangés par les gros. Bon. Et il y avait un gros poisson de l'autre côté du mur qui faisait peur aux gros poissons capitalistes. Et le gros poisson de l'autre côté est mort. Alors les élans de puissance ont été libérés sur le mode de la plus frénétique illimitation. Ce dont témoigne d'ailleurs très concrètement, je veux dire, l'explosion des gains financiers, des plus riches, de leur fortune, le creusement abyssal des inégalités, etc., etc. Je veux dire, bon, voilà. Donc, mais il n'y a plus ça. Donc, et en effet, ils ont moins peur. Ça c'est bien vrai. Et quand on a moins peur et qu'on est un dominant, alors on se déboutonne. Et c'est ce qui s'est produit. Sur l'ennui à l'école, m'étant beaucoup ennuyé à l'école, on pourrait penser que je peux en parler, mais non, puisque je suis ennuyé du côté élève, donc j'ai pas de science spéciale à vous transmettre, mais c'est sûrement une question très très importante. La seule chose que je peux dire, et alors là que je consens à redire par rapport à ce matin, c'est que toujours dans ce quadrilatère de la formation et de la diffusion des idées et des opinions économiques, quand je mentionnais l'école, je pensais à ce qu'on est en train de faire subir aux professeurs de SES, de sciences économiques et sociales, au lycée, avec des révisions de programmes qui sont pilotées par des comités où siègent les économistes les plus orthodoxes, des patrons de banque, donc c'est abominable, c'est abominable. Donc ces cours étaient encore à peu près équilibrés, il y avait des enseignements de sociologie critique et qui compensaient ou qui s'articulaient plus exactement avec les enseignements d'économie et qui faisaient un tout intellectuellement à peu près harmonieux, et c'est ça qu'on est en train de briser. Et maintenant on va faire réfléchir nos chères têtes blondes sur le modèle du consommateur. Je dois choisir entre le forfait Orange, le forfait Free, je maximise, machin, etc. Non, je vous jure que ça va être là aussi, et vous voyez, c'est toujours pareil, c'est des trucs qui vont, c'est des trucs à mèche lente, tout ça va être, ces effets-là, on les retrouve dans 10 ans, quoi, parce que dans 10 ans, on n'aura plus un jeune qui aura l'armature intellectuelle permettant le conduisant à envisager de faire, par exemple, une thèse en économie, mais chez les hétérodoxes. Et il aura été brainwashé dès l'âge tendre, et ça sera fini. Alors, sur la séparation du retail, de la banque commerciale et de la banque d'investissement, la question est un petit peu incongrue là, dans la séance, mais après tout, pourquoi pas. Alors, est-ce que cette question fait l'unanimité chez les économistes? Alors, c'est les économistes hétérodoxes qui la soutiennent. Bon, il faudrait revenir en détail sur cette histoire. À la suite de la crise des années, de la crise de 29 et de la crise des années 30, les États-Unis avaient passé une loi qui s'appelle le Glass-Steagall Act,
qui séparait hermétiquement banque commerciale et banque d'investissement, c'est-à-dire banque de marché. De sorte que si les banques de marché étaient libres d'aller s'ébattre à spéculer sur les actifs qu'elles voulaient, si jamais elles prenaient un bouillon, ça ne retentissait pas sur les banques commerciales, donc ça n'opérait pas ce qu'on appelle la transmission du choc financier par le canal du crédit, qui se traduit par une restriction du crédit, une entrée en récession, etc., etc. Et puis, avec la déréglementation financière à partir du milieu des années 80, les puissants ont commencé à trouver que c'était une contrainte qui était tout à fait surnuméraire et indispensable. Ils ont commencé à essayer de s'en affranchir. Ça a été particulièrement vrai à la fin des années 90, et le coup de grâce a été donné, devinez par qui? Par Bill Clinton, qui est supposément un type de gauche, il paraît, vous voyez, aux États-Unis. Donc, bon, vous voyez, c'est comme chez nous, hein. Enfin, on a les mêmes à la maison. Hein. Je veux dire, les socialistes qui font des réglementations financières, on connaît, donc on ne va pas leur jeter la pierre non plus. Hein. Mais voilà, ça a été ça. Donc à la fin des années 90, en 1998 très exactement, le Glass-Steagall Act a été formellement abrogé. Il y a quelques marmites au ragoût un peu nauséabonds hein, qui se sont touillés autour de cette affaire. Ça vaudrait le coup de raconter, mais ça serait un petit peu hors sujet. Et là, les banques se sont senties libres de se déployer dans tous les compartiments du jeu financier jusqu'à devenir des espèces de supermarchés de la finance qui couvrent absolument toute la palette des activités. Bon, c'est pas les économistes hein, qui font le problème dans cette affaire, c'est les banquiers eux-mêmes. Non mais qui c'est qui fait la loi ici? C'est les banquiers. Je veux dire, donc effectivement, ce projet est poursuivi depuis des lustres. Figurez-vous même qu'il est défendu, là où il est défendu peut-être de la manière, j'allais dire la plus pugnace, il faudrait dire de la manière la moins molle, paradoxalement, c'est au Royaume-Uni. C'est des gens bizarres, hein, ces Anglais, mine de rien. Parce qu'ils ont une doctrine en matière de régulation financière d'ensemble qui est assez paradoxale. Ils sont beaucoup plus durs que nous en matière de banque, mais évidemment, ils sont ultra laxistes en matière de marché. Donc, ils veulent réglementer les banques. Il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Vickers, qui préconisait, dans une première version, cette séparation très nette, puis qui a été totalement caviardé par les lobbyistes de la finance, de telle sorte qu'il n'en reste plus grand-chose, mais quand même le gouvernement anglais, même de droite, continue à dire il faut réguler les banques, etc. Par contre, les marchés, pas question, on n'y touche pas. Pour une raison très simple, les marchés, c'est la City, et la City, si vous voulez, l'industrie financière, c'est devenu le pôle numéro 1 de spécialisation industrielle, entre guillemets, de spécialisation économique de toute l'économie britannique. Donc si on tue la City, on tue l'économie britannique, je veux dire, quasiment tout entière. Donc les Anglais s'accrochent à ça, mais alors autant qu'ils le peuvent. Et en France, bah, comme d'habitude, on navigue à vue, on parle, ce qui est toujours le meilleur moyen de ne rien faire. Hollande l'a annoncé, je suis prêt à prendre les paris. Si ça se fait, ça sera sous une forme tellement édulcorée qu'elle en sera devenue totalement insignifiante. Et là encore, ce seront nos amis les banquiers qui auront consciencieusement milité pour que rien de grave ne se produise. La prochaine question, donc, c'est le monsieur. Là, il y en a deux. Alors, je vous demande avec insistance de vous lever, parce qu'il y a tellement de bras qui se tendent que ça peut être ambigu déjà. Et puis, on a du mal à vous repérer. Et puis, aussi pour l'enregistrement vidéo. Donc là, quand vous prendrez le micro, si vous pouvez poser votre question, faire votre remarque en vous mettant debout. Bon, voilà. Plusieurs fois, on a convoqué les années 30 à propos de la crise que l'on connaît. Bon, de là tout à l'heure, d'ailleurs, en disant que le libéralisme, on a parlé du keynésianisme. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi le retour d'une théorie, bon, peut-être un peu plus rude, c'est-à-dire l'espèce d'autoritarisme qui a été mis en place par les nazis, quand même, parce que dans les économies d'Europe de l'Est, hein, ils ont rompu avec le libéralisme, la question de l'étalon or, peut-être faudra développer là-dessus. Bon, en tout cas, Karl Polanyi en parle dans son livre, La transformation. Donc, à travers cette crise donc, des années 30, et le parallèle aussi, parce qu'on parle bien de solutions keynésianistes et tout, mais il y a aussi le risque de solutions beaucoup plus rudes. Je vais parler des solutions de type un peu naze. Aujourd'hui, c'est pas un hasard, le Front National se développe plus que les opposants de gauche, hein, que le Front de gauche. Il y a que voir le résultat qu'ils ont fait.
et aussi sur les questions économiques, parce que n'oublions pas que pendant le référendum, la bataille du référendum, il y avait des gens de gauche qui se battaient pour le non, mais aussi le Front National. Et malheureusement, du point de vue politique, c'est plus le Front National qui est audible que le Front de gauche, malheureusement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ces questions dont vous interrogez, et je finirai quand même par une question en lien avec le titre, puisque c'est la décrépitude de la zone euro, dont on n'a pas parlé quand même ce matin, c'est sur la question de l'euro. Et là, je voudrais savoir, parce que derrière le Front National, lui, il mène bataille sur la sortie de l'euro. Nous, en général, ne sommes pas pour la sortie de l'euro, mais nous constatons, et je demanderai à l'avis de Frédéric Lordon, sur la prévision sur l'avenir de l'euro. Parce que, bon, non, si on n'est pas pour la sortie de l'euro, mais on peut analyser que l'euro a peut-être peu de chances de continuer compte tenu de la crise. Et donc, quid par rapport à cette propagande du Front National que nous pouvons mettre en avant, parce que s'il y a une crise, s'il y a un défaut dont on parlait ce matin, après c'est les forces politiques qui vont proposer c'est les offres politiques, et là c'est un vrai problème. Merci. Je suis désolé, je voudrais répondre tout de suite, parce qu'il y a trop de choses, il y a vraiment, c'est une question, enfin c'est des questions même qui sont... Bon, vous avez raison de faire ce rappel à l'ordre de l'histoire. D'ailleurs, j'en profite simplement pour... C'est un complément de réponse à monsieur qui signalait les effets du rapport de force liés à la présence d'un bloc dit socialiste et qui évoquait le keynésianisme. Je voudrais redire ceci et y insister que le keynésianisme n'est pas un marxisme. Keynes n'avait aucun projet de sortir du cadre du capitalisme. Donc, vous voyez, c'est un certain type de solution que le keynésianisme propose, et pour ce qui me concerne en tout cas, je ne voudrais à aucun moment laisser entendre que si on pouvait agencer une solution keynésienne au problème actuel, ça serait une solution complète et satisfaisante. À mon avis, les enjeux, mais ça c'était aussi tout l'objet de la discussion de ce matin, les enjeux qui sont posés par la crise présente, dont la crise de la dette n'est que l'épiphénomène le plus superficiel, ces enjeux sont extrêmement profonds et appellent des réponses qui sont du même ordre, c'est-à-dire des réponses structurelles, problématiques auxquelles le keynésianisme ne s'est jamais véritablement intéressé. Alors, ça me permet d'enchaîner aussi là sur votre intervention, monsieur, parce que il y a... Comment dirais-je, il n'y a pas plus sanitaire que le rappel de l'indétermination politique et historique et de ce que tout peut sortir d'une situation de crise, le pire comme le meilleur. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous agitons aussi. C'est parce qu'on voit bien qu'elle est là et que si jamais la situation de crise passe son point de catastrophe, c'est aussi par ce combat politique-là qu'on essayera de faire pencher la balance de l'histoire du côté de ce qui nous semble le meilleur. Maintenant, et je voudrais faire un propos qui est tout à fait général et qui ne vous prêtera pas la position que je vais critiquer. Moi, je refuse de me laisser lier les mains par cette histoire de Front National. Oui, le Front National dit des choses dont certaines ont des caractères de ressemblance avec ce que peut dire, par exemple, le Front de gauche ou des économistes hétérodoxes, etc. Alors, cette intimidation-là, qui évidemment, si vous voulez, c'est du gâteau pour les médias. C'est formidable, hein. Pour les médias mainstream qui n'ont rien de plus pressé que de reconduire la fausse alternative du PS et de l'UMP, discréditer la gauche radicale par cette espèce d'association frauduleuse avec l'extrême droite est même le dernier des crétins, des éditorialistes, est capable d'effectuer les mains dans le dos. Hein, je veux dire. Même un journaliste aussi idiot que Plantu est capable de faire ça. Donc vous voyez, ça en dit long, quoi. Alors, moi je refuse que nous nous laissions intoxiquer par ce rapprochement ignominieux. Parce que les réponses à ça sont extrêmement simples. Hein. Très curieusement, vous noterez que c'est toujours à la gauche qu'on vient demander comment elle se sent de ce voisinage nauséabond. Et c'est jamais à l'extrême droite qu'on demande d'où vient ce tête-à-queue doctrinal en matière économique. Je vous rappelle que dans les années 80 et 90, le Front National était reaganien.
ni plus ni moins. Et là, tout d'un coup, le voilà devenu hétérodoxe, social critique, etc. C'est bizarre, c'est plutôt à eux qu'il faudrait demander. On connaît la réponse. La réponse, c'est qu'il y a eu une analyse extrêmement fine et habile faite par la direction du Front National, et que comme ce sont des opportunistes de première, ils font ventre de tout. C'est tout simple. Donc, et alors, si on se laisse déposséder de tous nos thèmes, à partir du moment où le Front National met la main dessus, alors là, je vais vous faire une prédiction d'économie, si elle sera vérifiée. On finira à poil, c'est pas difficile. Hein. À commencer par la critique de la finance. Je vous rappelle qu'il y a une critique de la finance d'extrême droite. On en connaît les relents nauséabonds antisémites, mais il y a une critique de la finance d'extrême droite. Je vais vous faire une confidence. Lorsque j'avais écrit mon premier livre, ça date pas d'aujourd'hui, hein, donc c'était en 97, c'était déjà une critique au lance-flamme des marchés financiers, de leur effet sur les politiques économiques, la diminution des marges de manœuvre de la souveraineté, etc. Devinez de qui j'avais reçu une belle lettre bien manuscrite, de Jean-Claude Martinez. Ah bah c'est pas un... Non, il était à Montpellier, lui, je crois. C'était le zébulon intellectuel de Jean-Marie Le Pen. Il m'a dit « Ah, mais vous savez, nous ne sommes pas si différents, on pense des choses très pareilles. » J'avais hésité entre la poubelle et lui répondre formellement, et pour acquitter mes dossiers, j'avais répondu formellement, en lui disant de passer son chemin. C'était un peu plus rude que ça. Et il m'avait réécrit le bougre. « Mais nous ne sommes pas ce que vous croyez, etc. » Donc, vous voyez, bon, donc il faut pas se laisser intoxiquer par ça. Nous avons nos idées, nous les maintenons. Le Front National évoque la sortie de l'euro. Il y a des positions de gauche, je suis prêt à les soutenir, qui évoquent la position de l'euro, et je n'ai rien de commun avec ces gens-là. Et je refuse de me laisser déposséder, de me laisser spolier de mes problématiques économiques parce que ces cancres-là viennent faire leur nid chez nous. Voilà. Donc ça c'est clair et net. Hein. Bon. Alors, sur la question de l'euro maintenant proprement dite, alors il y a deux choses. Hein. Si vous voulez, il y a ceux qu'on pressent advenir et il y a ceux qu'on voudrait voir advenir. C'est toujours la même chose. J'en profite pour dire, pour ceux qui ont assisté à la conférence de ce matin, qu'on s'est un peu amusé, Gérard et moi, sur le thème de « nous sommes dépressifs, un jour oui, le lendemain non », etc. C'était une façon plaisante de prendre la chose, alors que conceptuellement, c'était pas la différence du dépressif et du maniaque ou de l'euphorique, c'est la différence du positif et du normatif. Le positif, c'est le discours qui dit ce qui est, et le normatif, c'est le discours qui dit ce qui devrait être, ce que l'on voudrait qu'il soit. Bon, donc c'est pas tout à fait pareil. Alors effectivement, quand on analyse positivement les choses, on est un peu déprimé. Lorsqu'on les regarde normativement et qu'on essaye d'articuler nos préférences, ça va un peu mieux, etc., etc. Alors pour l'euro, je pourrais faire pareil, ce qui va se passer et ce qu'on aimerait qu'il se passe. Alors, moi je trouve... Voilà, ma position était la suivante. J'avais un truc à trois niveaux de préférence. Personnellement, je ne renonce pas à l'idée européenne. C'est une idée qui continue de me plaire et dont je pense qu'elle continue de valoir d'être creusée. J'ai toujours été scandalisé par cet ignoble argument du oui qui nous renvoyait que nous étions anti-européens. Non, on n'est pas contre l'Europe, on est contre cette Europe. Ça ne devrait pas être une distinction conceptuelle trop difficile à faire. Hein. Pour un esprit normalement structuré, ça devrait rentrer assez facilement. Il faut croire que le leur, je leur laisse soit le choix de la mauvaise foi, soit celui de la bêtise. Hein, vous voyez, et dans les deux cas, c'est pas joli. Donc, mais le projet européen est un truc qui brasse des problèmes, non seulement des problèmes d'organisation économique, mais des problèmes de philosophie politique extrêmement profonds. C'est pas tout de commencer à dire le dépassement fédéraliste, et il faudrait peut-être commencer par se poser conceptuellement la question de ce que c'est qu'un État, de ce que c'est qu'une nation, de ce que c'est que la souveraineté, etc. C'est pas tout d'organiser des élections européennes. Même, allez, on a un président européen élu suffrage universel, on a un parlement, une chambre haute, des chambres basses, tout ce qu'il faut. Est-ce que ça fait quelque chose comme une politéia, un État fédéral viable? Et c'est pas du tout sûr. Est-ce que cet État, est-ce que cette communauté politique se clivera, comme on l'attend, par des clivages doctrinaux, idéologiques, horizontaux, ou est-ce qu'elle continuera de se cliver selon ses anciens compartimentages nationaux? Auquel cas, ça ira très très mal, et on n'aura absolument pas réglé le problème. Donc, vous voyez, il y a des questions qui sont extrêmement lourdes, et par-dessus lesquelles les fédéralistes passent, tout dans la crème fraîche. Hein, je veux dire, les problèmes n'existent pas pour eux. Ils ne sont même pas capables de les concevoir. Donc, c'est à demi inquiétant. Donc,
moi je suis pour continuer le chantier, mais le continuer vraiment. Il y a des défis intellectuels de première grandeur. Et la monnaie unique, pour moi, il est bien certain qu'elle n'est viable que si elle a sa construction politique, c'est-à-dire son ordre de souveraineté politique associé. Bon. Et si on n'y arrive pas? Alors si on n'y arrive pas, eh ben, on peut essayer de reconstituer un euro, non pas les 17 actuels, mais un sous-bloc euro, à ceci près que ça continuerait d'opposer formellement, quoiqu'à une échelle inférieure, les mêmes problèmes que ceux que je viens d'énoncer. Et si ça ne marche pas non plus, eh bien, il y a la solution nationale. Et la solution nationale, j'estime qu'elle est toujours disponible, et que rien ne peut conduire à l'écarter d'un revers de main. Il est faux de dire que la nation s'est vouée au nationalisme. Il est faux de dire que la nation c'est la guerre. Je vous signale que pendant 40 ans, de 1945 à 1985, nous avons vécu dans des économies qui étaient à caractère national, qui étaient relativement autocentrées. Et je veux vous faire une révélation. Ça n'était pas la guerre. Ça n'était pas la guerre. Je veux dire, lorsque les critiques de la démondialisation, par exemple, veulent nous faire une objection, nous dire mais si on faisait ce que vous voulez, ça serait la forteresse et les hauts murs, les barbelés et les miradors, et très rapidement la guerre entre les peuples. Je veux dire, ça n'était pas la guerre entre 1945 et 1985. La croissance était à 5% par an, et il y avait, enfin jusqu'à 75, et il y avait le plein emploi. Donc vous comprenez, il faudrait pouvoir avoir à pas pousser mémé dans les bégonias, quoi, parce que ce sont des arguments d'une extrême mauvaise foi. Et les économies n'étaient pas entièrement repliées sur elles-mêmes. Cette idée que, si vous voulez, c'est le choix de nous est laissé en permanence entre la mondialisation et la Corée du Nord. Et non, je regrette, il y a quelques tiers termes. Il y a des solutions intermédiaires à explorer. Donc, je veux dire, cet argument est entièrement fallacieux. Or, je persiste à soutenir que l'enjeu principal, l'enjeu le plus fondamental qui est posé par la crise actuelle est un enjeu non pas macroéconomique, mais un enjeu politique qui est lié au principe de souveraineté. C'est le principe de souveraineté qui est foulé aux pieds en permanence par la mondialisation et sa tête de pont européenne. Bon, si c'est ça le problème, alors il est évident que les solutions nationales restent disponibles. Pourquoi? Parce que dans le périmètre de la nation continuent d'exister et d'être immédiatement réactivables les structures institutionnelles et symboliques de la souveraineté. Voilà, donc c'est un point sur lequel on ne peut pas faire d'impasse. Donc ma préférence, ça serait qu'on arrive à construire une Europe monétaire et politique intégrée, mais je suis réaliste, je vois surtout que le problème est très difficile, je vois que le temps nous manque cruellement, et je me refuse à écarter la possibilité d'en revenir à la solution nationale une fois que toutes les autres auront été épuisées. Avant de prendre l'intervention suivante, alors moi j'avais noté qu'il y avait quelqu'un par ici. Moi, j'ai l'impression que monsieur a levé la main lorsque, peut-être il y a longtemps, mais c'est pas ça, mais lorsque je sentais le désaccord, ou en tout cas une envie de remarque sur la question nation, souveraineté, etc., etc. Ça serait peut-être pas mal dans le... Alors, avant de faire parler qui que ce soit, il faut juste que je prévienne tout le monde qu'il nous reste à peu près 20 minutes. Donc je ne suis pas sûre qu'on pourra développer, répondre à toutes les questions et toutes les interventions, toutes les remarques. Nous en sommes désolés d'avance, vous repartirez frustrés peut-être, je l'espère, puisque la frustration génère le désir, le moteur et la volonté, etc., d'aller plus loin. Monsieur Landon, vous souhaitez répondre d'abord à la personne qui avait l'air... Vous voulez bien vous lever, là-bas au fond? Et ensuite, juste avant que vous posiez votre question, pour ne pas perdre le fil des autres interventions à venir, donc il y a quelqu'un ici, là... Là, à mon avis, ça ne va pas le faire. Ou alors vous faites un tarif de groupe. Vous essayez de poser tous la même question. Bah, non, mais ils y vont et je ferai le prix, comme ça marche. Voilà. Et vous aurez 20 minutes pour terminer. Oui, non, ma réaction n'était pas du tout le fait d'un désaccord, mais au contraire la satisfaction de constater qu'on arrivait enfin à la question centrale. Et je suis tout à fait d'accord avec la démarche méthodologique que vous proposez. Simplement, le test, il a déjà commencé à être fait. Et oui. Bon, ce à quoi on assiste actuellement, c'est un refus de toute politique de solidarité au sein de l'Europe.
de vraie solidarité, pas de solidarité entre les banques et les banquiers, mais de solidarité avec les peuples. La façon dont est traité le peuple grec est ignoble et c'est un bilan. Ça dit bien où on en est. Sur quelle Europe on construit sur cette base? Évidemment, si la solidarité la plus élémentaire doit se traduire par la fameuse remarque de Christine Lagarde, « Oh ben je pleurerai sur les enfants grecs lorsque j'aurai le temps après avoir pleuré sur les enfants du Niger », on est bien barré comme construction européenne. Bon, donc voilà, on a déjà ce premier bilan. Et par ailleurs, lorsque tu prends les différents cercles, bon, le problème, c'est pas avec la Lettonie, la Lituanie. C'est pas surprenant qu'il y ait un problème. Non, le problème, il est au cœur de la construction européenne. C'est la différence radicale entre la France et l'Allemagne. Bon, et les différences historiques, idéologiques, de construction démocratique, de tradition, etc. Et actuellement, politiques. Et moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que lorsque Angela Merkel s'entête sur son orientation, dont, entre parenthèses, à mon avis, c'est pas simplement une orientation idéologique, c'est une orientation qui correspond à une stratégie de l'impérialisme allemand. Lorsqu'elle s'entête sur cette position, actuellement, elle a le soutien de 66% de la population allemande. Donc il est clair que s'il n'y a pas un changement des rapports de force politique en Allemagne, par exemple, je vois mal comment on pourra avancer vers une solution commune, une conservation d'une monnaie type euro, etc. Merci beaucoup. Quelles sont les autres personnes qui veulent poser? Donc toutes les interventions vont être notées. Kamel, peut-être là. De là-haut. Oui, mais c'est dans le même secteur. Regarde. Voilà. Voilà. Et une personne là-bas. Toutes les questions vont être recueillies. Essayez de faire vite et bref, s'il vous plaît. Le mec en blanc. En plus, c'est vraiment dans le même thème. Je voulais juste savoir ce qui motive votre envie d'avancer dans la construction européenne. Voilà. Et je vous remercie donc de la brièveté de votre question, de la façon dont vous l'avez posée. Merci à tous de penser peut-être à aller plus vite. Ceux qui résistent aux injustices sociales sont d'habitude d'accord sur les diagnostics et sur les alternatives. Et manifestement, nous ne changeons rien, c'est-à-dire que nos résistances n'ont pas d'effet. Nous sommes politiquement impuissants, partout dans le monde, dans tous les pays, à toutes les époques. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer dans nos logiques la façon dont nous désignons les acteurs politiques? Puisque par le choix de nos acteurs, par l'élection du suffrage universel, nous désignons toujours des serviteurs des riches, dans tous les pays, à toutes les époques, à quelques exceptions géniales près, mais rares. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en cause la façon dont nous désignons nos représentants? Tu me vois venir, vous me voyez venir. Comment devrions-nous, d'après toi, s'il te plaît, comment devrions-nous composer l'Assemblée constituante? Voilà. Tu parles souvent des institutions. Je pense que c'est absolument salutaire, c'est une des lignes de force de ta pensée, c'est de dire qu'il ne faut pas compter sur la vertu des gens, ça n'arrivera pas, ça ne sert à rien de se débarrasser des affreux, il y en aura d'autres qui viendront à la place, il nous faut de nouvelles institutions. Mais, dans la même logique, pour avoir de bonnes institutions, comment pouvons-nous désigner la prochaine Assemblée constituante pour éviter de nous faire enfumer cette fois? Merci. Alors, ici, si vous pouviez Vous avez déjà être parlé. plus... Oui, il y a du monde qui veut parler. Vous avez déjà parlé 2 fois, madame. On va donner la parole à d'autres. Non, on va donner la parole à d'autres. Vous avez posé 2 questions, Voilà. il y en a qui n'ont pas parlé. Donc, je vous rappelle de vous lever pour plus de clarté et une meilleure entente de tout ce que vous dites. Je vais essayer d'être rapide. Je crois que, à mes yeux, la question de la souveraineté, je dirais que la crise d'aujourd'hui a le mérite de mettre au centre des questions celle de la souveraineté. Je crois qu'un débat doit être approfondi sur cette question. Vous avez apporté de nombreuses contributions à cet égard. Je crois même que dans l'hypothèse de retour au cadre national, on doit
on doit considérer les questions de la souveraineté comme n'étant pas exclusivement, dans tous les cas, une souveraineté nationale. Vous avez, dans ce que j'ai pu lire, de ce que vous avez écrit, vous évoquez la question du périmètre de la souveraineté, dont vous dites, hein, si j'ai bien compris vos propos, à un moment donné, qu'après tout, c'est ça l'État, même si ça doit déborder le cadre national. Je crois qu'il y a des questions, par exemple des questions environnementales, qui se posent dans un cadre plus large que le niveau national. Pour ne pas rallonger, juste une autre question très ponctuelle. On entend beaucoup dire que la sortie de l'euro coûterait très cher, comme si ça ne coûtait pas cher aujourd'hui. Je ne sais pas, je n'ai aucun moyen d'appréciation sur la question. Merci, monsieur. On va monter là-haut? Oui, allez-y. Là-bas, tout au fond. Et puis ensuite, après, au milieu. Tout au fond, d'abord, quand même. Monsieur Violet. Raté. Ça viendra après. Bonjour, j'ai une question de Béotien. Si quelqu'un me dit le produit intérieur brut mondial a incroyablement augmenté sous la mondialisation et des millions de Chinois sont sortis de la misère comme d'autres millions de personnes, qu'est-ce que je peux bien lui répondre parce que je n'y connais rien et je ne sais pas répondre clairement à cette question. Merci. Merci. Il reste 15 minutes pour répondre, Linda. Juste à côté, on va juste recueillir les remarques rapidement. Avec la dernière, ça sera le monsieur là-haut, parce que sinon on n'aura pas le temps de répondre du tout. Bonjour. Comme on le sait, l'organisation du système économique mondial aujourd'hui, il est, avec l'ampleur de la corruption de l'organisation, ils sont tellement riches pour tout contrôler, vous disiez. J'aimerais avoir votre avis s'il ne faudrait pas passer par une révolution comme en Grèce, c'est le bordel, un mouvement social vraiment élevé, quoi, comme les révolutions arabes, tout ça. Et j'ai vu que le public était chaud au début de séance. Et je pense que si on explique clairement à tous les quartiers de Marseille qui sont les ennemis, dont les banques, ça va chauffer pour eux. J'espère que vous avez laissé vos armes au vestiaire en même temps que vous avez coupé votre portable. Bonjour, monsieur Lordon, et je suis content de vous poser enfin une question. Ne croyez-vous pas que dans tous ces débats, le maillon faible, c'est la question sociale? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par faire société? Est-ce que la puissance des dominants, c'est pas l'impuissance des dominés? Est-ce qu'on n'est pas devenu un peuple de nuques? Merci beaucoup. On va arrêter là si vous le voulez bien et Frédéric Lordon va essayer de répondre au maximum. Linda, je pourrais rajouter quelque chose brièvement. Je pense que Frédéric Lordon est le seul économiste hétérodoxe qui défend la souveraineté nationale. Ah non, il en reste d'autres. Non, il n'y en a pas des masses. Si, oui, mais il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas des masses. Si, Sapir, par exemple. Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. Et puis, on peut chercher. Oui. Bon, on trouverait peut-être. Mais. Oh là là, c'est terrible. Vite. Bon. Étienne Chouard, tu es un gros coquin. Tu me poses des questions auxquelles tu es le mieux placé pour répondre. Et tu le sais, voilà. Je ne tomberai pas dans tes pièges. Bon voilà, c'est lui le spécialiste de la question de la désignation des assemblées constituantes, donc c'est lui qui vous lirez ce qu'il écrit et vous écouterez ce qu'il dit. Donc parce que moi, je ne pourrais que faire le perroquet, donc ça ne serait pas très intéressant. La révolution, oui, la révolution. Mais oui, mais vous savez qu'on a parlé de ça ce matin. Et moi, effectivement, c'est une question très compliquée, avec 10 minutes en plus. Je pense que je pense qu'il y a 3 scénarios possibles. Alors, ça serait un arbre, vous voyez, un arbre de décision. D'où nous sommes là, quels itinéraires peut-on emprunter? Premier itinéraire, celui de l'anesthésie. C'est-à-dire finalement, à force de rafistolage, la Constitution européenne arrive à ne pas éclater en route, on se
une décennie d'austérité, le train repart après sur ses rails, cas un cas, bref, on reste dans la même merde, et à coup des habituelles régulations sociales, la société continue, vaille que vaille, à tenir ensemble. Et c'est quoi les régulations sociales qui font tenir ce corps social maltraité ensemble? Il y a TF1, le Lexomil et la flicaille. Vous voyez, c'est ça, en gros. Hein. Bon. Et mine de rien, ça marche. C'est ça. Donc ça, c'est l'itinéraire pas sympa. Après, il y a les itinéraires plus sympas. Alors, plus sympa, faut voir. Hein. Mais en tout cas, il y a autre chose. Et cette autre chose se subdivise également en deux. Et pour moi, l'alternative, c'est, ce que j'ai dit ce matin, je le répète, je m'en excuse, soit le système s'écroule sous le poids de ses propres contradictions, soit c'est la politique qui lui règle son compte et ça s'appelle l'insurrection. Mais, en dépit d'un ouvrage très bien torché sur le sujet, l'insurrection ne vient pas. Et vous avez parlé de la Grèce, c'est le bordel, mais c'est pas du tout la révolution. Moi, c'est ça qui, si vous voulez, que je trouve poignant. C'est-à-dire, ce pays est martyr. Je veux dire, alors, je dis ça, mais il y aurait quelqu'un dans l'Assemblée qui serait africain ou latino-américain, il nous dirait, hé les gars, c'est ce qu'on nous a fait pendant les années 80 et 90, hein, là, que vous êtes en train de connaître. Donc, ne pensez pas que vous êtes en train d'inaugurer l'histoire non plus. Mais quand même, en tout cas, mettons sous les standards européens, ce qu'on fait au peuple grec est proprement innommable. C'est innommable. Et pourtant, donc, vous voyez, on a une crise humanitaire en Grèce. C'est un splendide résultat de l'Europe unie. Crise humanitaire. Et d'ailleurs, on peut revenir sur, vous savez, sur la question nation, souveraineté, etc., que l'Europe, c'est la paix entre les peuples, etc. Je veux dire, l'Europe actuelle est en train de monter les peuples les uns contre les autres. Je veux dire, en Allemagne, on représente à la une d'un magazine la Vénus de Milo qui fait comme ça. On appelle les Grecs à se sortir de la mouise en vendant l'Acropole et les Cyclades. C'est élégant. Et en Grèce, vous savez, il y a l'envoyé de la Commission européenne pour surveiller les comptes grecs qui s'appelle Horst Reichenbach et qui a été surnommé Third Reich is back. Vous voyez, le troisième Reich est de retour. Donc pour l'amitié entre les peuples, vous repasserez. Donc ça déconne à tous les coins de rue, et malgré ça, c'est pas la révolution en Grèce. Je veux dire, si on considère que les élections, et c'est bien de cette manière qu'elles ont été vendues, étaient une sorte de plébiscite sur rester ou sortir de l'euro, ceux qui a gagné, c'était rester. Et oui, donc il faut faire avec ça. Reste, et alors là, ça serait un très très long sujet, on n'a plus du tout le temps, c'est que les révolutions, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça tourne. Alors Gilles Deleuze, qui est un grand pessimiste de l'an dernier, disait, à peu de choses près, en substance, c'est moi qui reformule, comme les histoires d'amour, les révolutions finissent mal en général. Bon, c'est-à-dire que, plus exactement, ce que vous voulez dire par là, c'est que les révolutions qui sont faites dans une visée d'émancipation et d'affranchissement des rapports de domination ne font jamais que transformer des rapports de domination pour faire passer d'une certaine configuration à une autre. Bon, mais voilà. Alors, sur les politiques le refus des politiques de solidarité. Il y a deux manières de comprendre la question de la solidarité ou de la problématiser. Il y a la manière morale et il y a la manière politique institutionnelle. Moi, la manière morale, elle me déplaît. Je ne dis pas que c'était la vôtre du tout, hein, d'ailleurs, mais je le dis parce qu'on voit beaucoup dans les commentaires, vous savez, ça c'est un signe d'indigence du commentaire, hein, c'est son intensité moraliste, son intensité en catégorie morale. Et les Grecs sont paresseux, les Allemands sont égoïstes, etc. Donc on est en pleine moraline, ça c'est dramatique. Alors, quitte à vous choquer, et je vais me reprendre dans un deuxième temps, que les Allemands ou les Finlandais, puisqu'ils l'ont annoncé récemment, ne veuillent plus financer le peuple grec, eh ben moi ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas et c'est pas moi qui vais venir leur reprocher un défaut de solidarité. Car ce fait-là, pour moi, signifie tout simplement que la communauté européenne n'est pas une communauté politique. En France, par exemple, dans les communautés politiques, il y a en permanence des transferts interrégionaux. Et ces transferts interrégionaux ne sont pas problématisés comme tels. Ils ne sont pas problématisés comme tels et on ne pose pas la question de la solidarité sur le plan moral. On ne la pose que sur un plan institutionnel et politique, qui est la seule façon constructive d'envisager cette question. Et pourtant, en permanence, par exemple, la région parisienne est très riche, opère quelques transferts financiers vers des régions qui sont évidemment, sans doute, mais elle en opère quelques-uns. Donc il y a plein de flux financiers interrégionaux à l'intérieur d'une communauté politique constituée, et ces transferts régionaux ne tombent pas sous des catégorisations morales, c'est pas la solidarité au sens moral, c'est simplement la solidarité
manifestation de ce que nous sommes une communauté politique constituée. Et le fait que les Allemands ou les Finlandais ne veuillent pas payer, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de communauté politique européenne. Donc, par construction et tautologiquement, on ne peut pas demander à une non-communauté politique européenne de déployer des mécanismes qui ne sont à la portée que d'une communauté politique. Voilà, c'est juste ça. Et en effet, d'une certaine manière, et là je vous rejoins, ça prouve le mouvement en marchant, ou ça prouve plus exactement, ça prouve le cassage ça prouve la claudication par le cassage de gueule. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement atteste de la dramatique carence politique de la construction politique, de la construction européenne actuelle, avec tous les problèmes que j'ai mentionnés précédemment pour éventuellement les dépasser. Alors, sur la question du PIB mondial, il y a Hervé Kempf qui m'a posé la question et je lui avais pas répondu. Alors, comme il a de la suite dans les idées, il m'a alpagué sur le trottoir. Et là, et je ne pouvais pas m'échapper, hein, donc il me l'a redemandé. Alors, je vous fais à peu près la même réponse qu'à lui. Que la mondialisation est... Et alors, je vais faire une proposition en ma défaveur, à la limite, hein, parce qu'il faudrait la corriger. Ça serait... Bon, je veux dire, que la mondialisation ait aidé à croître un certain nombre de pays, à rentrer dans le développement, etc., eh bien, c'est un fait avéré. Et alors, quelle conclusion tire-t-on de ça? Tire-t-on la conclusion qu'il faudrait continuer d'exposer le salariat français aux délocalisations, au vent de la finance, etc., sous prétexte qu'il faut faire croître le salariat chinois, etc. C'est le genre de problématisation qui exprime finalement, qui manifeste le rapport d'antagonisme objectif entre les différents salariats nationaux. Non pas que les peuples soient racistes et montés les uns contre les autres par nature, mais tout simplement que leur rapport d'antagonisme ou de solidarité politique, de coopération politique, leur rapport dépendent des agencements institutionnels à l'intérieur desquels on les plonge. Alors effectivement, la mondialisation met les salariats en rapport objectif d'antagonisme. Oui, il y a un rapport objectivement constitué d'antagonisme du salariat chinois et du salariat européen avec sécurité sociale. Mais ce qu'il faut changer, c'est pas demander aux salariés français ce magnifique élan de générosité et de générosité morale pour permettre à la Chine d'accéder à la voiture pour tout le monde, etc. Ce qu'il faut demander, c'est de refaire les structures pour que se nouent d'autres rapports entre les salariés des différents pays. Donc c'est là que bute systématiquement l'internationalisme abstrait, qui en appelle moralement à la solidarité entre les peuples. Mais si les structures mettent objectivement les peuples en rapport d'antagonisme, tous les appels à la solidarité resteront vains. Il faut refaire les structures pour que se créent objectivement non plus des rapports d'antagonisme, mais des rapports de solidarité. Enfin, donc, que le PIB mondial est augmenté pendant la période de mondialisation ne change rigoureusement rien à l'analyse que je fais, moi, de la mondialisation et des corrections radicales que j'ai envie de lui apporter. J'ajoute à ça d'ailleurs que le grand enjeu pour tous ces pays qui ont profité de la mondialisation est de basculer dans un nouveau régime de croissance qui soit non plus dépendant des exportations, mais qui soit un régime auto-centré, qui ne repose plus sur l'exploitation de leur salariat intérieur en vue de la compétitivité, mais sur la constitution du marché intérieur, leur rattrapage salarial de niveau de vie, etc., etc. De telle sorte que, au total, paradoxe, la démondialisation pourrait être utile à ces salariats étrangers et non pas s'effectuer à leur détriment. Dernier point, qu'est-ce qui me donne envie d'avancer dans la construction européenne? Alors là, je vais vous faire une réponse qui va vous paraître sublunaire. Je l'emprunte à Spinoza, qui disait que le corps humain est une structure si complexe qu'il faut lui apporter sans cesse des aliments très variés. Alors, par aliment, Spinoza entend des choses très différentes, hein, pas seulement la diète, mais il y a un scolie de l'éthique qui est magnifique qui dit qu'il faut que le corps humain soit exposé à des aliments nutritifs variés, mais aussi des couleurs agréables, des paysages jolis à regarder, des musiques aimables à entendre, etc. Et tout ça en même temps. Voilà. Bon, je crois donc que autant il y a une force au regroupement humain par affinité, autant il y a aussi une nécessité inhérente à la structure du corps humain de se nourrir de variété et de diversité. Et c'est ça qui, je veux dire, souvenez-vous que la nation française, au début, était un agglomérat extraordinairement divers. Hein. Je veux dire, il n'y a que le roman national pour imaginer que nos ancêtres les Gaulois et que l'essence de la francité était déposée dans la grotte à Lascaux. Vous voyez, c'est de la connerie en barre. Hein. Il faut reprendre, alors il faudrait relire des grands historiens, il faudrait relire Hobsbawm, Bénédicte Anderson, Bourdieu,
par exemple aussi, qui a un peu parlé de ces choses-là, pour voir que l'unification des communautés humaines sous l'espèce de cette forme qu'on appelle la nation, d'abord c'est un phénomène tardif, et c'est un phénomène qui a dû faire avec une diversité absolument considérable, culturelle, linguistique, et dont on continue d'avoir des traces. Je veux dire, regardez la différence des manières de vivre, par exemple, entre un Ch'timi et un Marseillais. Je veux dire, et pourtant, tout ça fait d'excellents Français, hein, comme dirait la chanson. Bon, donc voilà, cette idée de diversité me fait espérer en un dépassement des frontières nationales qui ne sont pas fixées pour l'éternité, mais sans me raconter des histoires sur combien exigeant est le processus de recréation de communautés politiques souveraines à une échelle qui dépasse les réalisations nationales actuelles. Je vous remercie beaucoup de ne pas applaudir tout de suite, trop tard. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir fait le travail que j'étais censée faire. Je devais remercier chaleureusement, encore une fois, Frédéric Lordon d'avoir participé à ces rencontres d'économique. Donc merci de m'avoir aidé à le faire. Donc merci infiniment au nom de tous. On m'a demandé de compléter l'information sur la pièce au Théâtre des Amandiers. Donc elle a bien lieu à 21h. Et il faut prévoir des solutions de covoiturage dans la mesure où il n'y a plus de service de bus, je crois, passé une certaine heure.